Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 54e épisode, où je suis d'ailleurs un petit peu enroué, j'espère que vous voudrez bien me pardonner, avec aujourd'hui Florent Ferrière, journaliste à Automobile Propre. Bonjour Florent. Salut à tous. Et David, qui est un nouveau dans le podcast, mais qui n'est pas nouveau chez Automobile Propre. David est monsieur communauté d'Automobile Propre. David, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ta mission ? Ouais, alors salut Eric, salut Florent, bonjour à tous. Donc effectivement, oui, je suis là déjà depuis quelques années, un petit peu dans l'ombre. Monsieur communauté, pourquoi? Parce que je suis en quelque sorte le garant de l'image de marque d'Automobile Propre. C'est moi qui vais, par exemple, faire le lien entre les messages de la communauté et puis l'équipe de rédaction. Je peux aussi répondre à leurs questions, les conseiller ou au moins les orienter vers un contenu en particulier. Et puis à côté de ça, j'administre aussi la chaîne YouTube d'Automobile Propre. Donc en préparant la publication des vidéos, donc ça veut dire de gérer le planning, mais aussi voilà choisir les titres et faire les miniatures des vidéos. Donc effectivement un travail entre guillemets dans l'ombre, mais qui est fondamental pour nous, pour toute l'équipe et pour le média. Et c'est toi notamment aussi qui surveille un petit peu et qui va faire un tour très régulièrement sur les forums et sur les commentaires des articles pour éventuellement y répondre ou éventuellement les recadrer très gentiment, comme tu sais le faire d'ailleurs, et comme je ne sais pas le faire. Très bien. Alors je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir bien sûr, et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. On attaque tout de suite avec les premiers sujets ou le premier sujet d'actualité. Alors le premier sujet d'actualité, ça concerne l'hydrogène. On en parle de temps en temps aussi sur Automobile Propre. C'est un petit peu un marronnier comme ça qui revient régulièrement. On ne sait pas trop quoi en faire. On se brûle un peu les doigts avec et on ne sait pas trop quoi en penser. En tout cas, il y en a un qui a tranché un petit peu sur le sujet. C'est le patron de Volkswagen qui ne croit pas du tout en la voiture à hydrogène. Florent. Oui, il a été assez clair. Il a dit que la voiture à hydrogène en texto, c'est pas pour nous, quoi. Donc, il faudra pas attendre à trouver une Volkswagen à pile à combustible avant plusieurs années dans les concessions Volkswagen. Il n'y a aucun projet en cours, au moins pour cette décennie. Donc, il explique en fait que les arguments qu'on connaît, qu'on commence à bien connaître, c'est-à-dire que c'est une technologie encore très onéreuse, donc bon, qui est loin d'être rentable. Et c'est d'abord une quête de rentabilité en ce moment, la transition écologique. Certes, voilà, il y a la recherche écologique, mais bon, il faut qu'un constructeur reste un constructeur, il a besoin de gagner de l'argent. Et Volkswagen investit en ce moment massivement déjà sur la voiture 100% électrique, donc il ne veut pas se lancer sur de l'hydrogène pour l'instant. Il ferme pas totalement la porte en parlant, par exemple, des utilitaires et des poids lourds. Et en fait, voilà, c'est vraiment un axe où de la concurrence se lance, c'est-à-dire, par exemple, Renault ou Stellantis. Eux, ils s'y mettent doucement via les utilitaires, car déjà, il y a un peu plus de place pour intégrer les éléments techniques, car le patron de Volkswagen, il avait aussi donné cet argument en disant que, mettre un réservoir à hydrogène, ça prend de la place sur les voitures particulières. Donc voilà, l'utilitaire a un peu plus adapté, puis c'est des plus petits volumes. Et alors il y a plusieurs questions qui se posent autour de l'hydrogène. On les a déjà souvent évoquées. C'est effectivement l'encombrement du réservoir à hydrogène dans une voiture, ce qui nécessite d'avoir une voiture quand même assez spacieuse. Il y a aussi le coût. Il y a aussi, pour l'instant, mais ça c'est un problème qui était aussi inhérent aux voitures électriques, c'est-à-dire le peu de stations de recharge hydrogène. Je ne sais pas combien il y en a en France, mais ça doit se compter sur les doigts des deux mains au maximum, et j'en suis même pas sûr. Il y a aussi le coût du transport, le coût de la fabrication, et puis aussi le coût énergétique et écologique de l'hydrogène, qui n'est pas si écologique que ça, puisque selon les dernières études, ça émettrait énormément de gaz à effet de serre. Il y a plein d'autres problèmes aussi, des problèmes purement de stockage, de fuite, etc., etc. Donc, à mon avis, on n'est pas rendu en termes d'hydrogène, et effectivement, naturellement, le nombre de constructeurs se détourne un peu de l'hydrogène, en tout cas pour les voitures particulières, mais ne l'exclut pas pour les transports collectifs ou les transports de marchandises. David, tu as un avis sur le sujet ? Un avis, c'est un peu l'avis général, hein. Effectivement, ça semble en tout cas pour l'instant assez limité et compromis pour ce qui est de la voiture particulière, pour les transports légers. Maintenant, voilà, pour les transports un peu plus lourds,
on en parle parce que forcément la batterie, en tout cas lithium, a aussi ses limites pour ce genre de transport, pour peut-être l'aviation aussi. Donc c'est à mon avis plus dans ces domaines-là qu'on en entendra reparler. Mmh. Alors, c'est vrai qu'en plus, il y a le côté très explosif de l'hydrogène avec un gaz sous haute pression et j'avoue que voler dans un avion qui fonctionne à l'hydrogène, ça me rassurerait pas forcément beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà dans une voiture, mais alors un avion, c'est une espèce de bombe volante là. Je sais pas si on y viendra réellement un jour. Dans un cargo, c'est pas enfin, c'est un peu différent. La donne est un petit peu différente. Dans un poids lourd aussi, Après, ouais. ouais, après on a toujours tendance à raisonner avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc effectivement, aujourd'hui, on a Ouais. l'impression que ça peut être dangereux. Maintenant, peut-être que demain, il y aura des évolutions qui feront que ça le sera moins. Et donc, en fait, le paradigme, si je puis dire, va changer. Et donc, ça sera normal et logique, mais Très affaire certainement. à suivre. Ouais, effectivement, c'est comme le nombre de stations de recharge que j'évoquais au début. C'est un problème et en même temps, c'est un non-problème puisque, si on était parti du même raisonnement, on n'aurait pas développé la voiture électrique non plus. Il y a 10 ans, il y avait pas de station de recharge et c'est le marché qui a créé le marché en quelque sorte et qui a créé ces déploiements. Donc on peut très bien imaginer que s'il y avait une vraie volonté, d'aller vers la voiture à hydrogène, il y aurait des stations hydrogène qui se développeraient très rapidement, même si je pense que en termes de coûts et de technologie, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de déployer des stations de recharge électrique. Deuxième sujet, le constructeur NIO, le constructeur chinois NIO, ça s'écrit N-I-O pour ceux qui ne connaissent pas, vient de réaliser une performance qui est assez étonnante et qui nous échappe un petit peu à nous ici en Europe. NIO vient de réaliser plus de 60 000 échanges de batteries en une journée. Alors, en quoi ça consiste exactement? C'est quoi cette histoire d'échange de batteries? Je vais essayer de vous expliquer. Alors, durant les fêtes liées au Nouvel An lunaire, donc en Chine, les stations de batterie swap, c'est-à-dire d'échange de batteries, ont connu un rush sans précédent. Alors là, j'ai quelques chiffres. Il y a 1300 stations d'échange de batteries en Chine logotées NIO, qui appartiennent à la marque NIO, réseau NIO. Et il y a eu, durant cette période de rush pendant le Nouvel An lunaire, il y a eu jusqu'à 45 échanges par jour et par station. Alors j'ai fait un petit calcul, ça fait en gros 4 échanges par heure ouvrable entre guillemets sur une journée on va dire de 12 heures, ou autrement 2 échanges par heure si on est sur 24 heures. On voit tout de suite que ce chiffre paraît énorme, mais en fait c'est pas si énorme que ça, puisque finalement c'est 2 à 4 échanges par heure, à comparer avec le nombre de recharges qu'il peut y avoir sur des stations de recharge électriques un jour de rush ou dans des stations-service classiques. Donc on voit qu'il y a encore de la marge. Il y a quand même déjà 1300 stations d'échange de batteries en Chine. NIO, je l'ai déjà dit, et NIO vise 1700 stations à la fin de l'année. Pour comparer, on en a quand même quelques-unes en Europe. On en a 120 en Europe et il en est prévu 1000 en 2025. Alors, c'est quoi ces stations d'échange? Pardon. Eh bien, ce sont des stations dans lesquelles vous pouvez arriver avec votre voiture électrique et tout simplement avec un robot faire échanger votre batterie. C'est-à-dire que vous arrivez avec une batterie vide et le robot enlève cette batterie de votre voiture et la remplace par une batterie qui est chargée. Et le dispositif, l'opération prend généralement moins de 5 minutes, c'est-à-dire le temps à peu près qu'il faut pour faire le plein d'essence, puisqu'on sait que le temps de recharge des voitures électriques est toujours aujourd'hui encore un peu une problématique, même si c'est en train de s'arranger grandement. Donc là, en fait, il s'agit d'échanger votre batterie. Donc, sans rentrer dans le détail, ce sont des systèmes automatisés, robotisés et surtout qui reposent sur un standard de batterie, puisque pour pouvoir remplacer une batterie par une autre dans une voiture et dans plusieurs voitures, il faut que ça soit la même batterie qui équipe les différentes voitures. Donc pour l'instant, c'est un système propriétaire NIO, mais on voit en fait que NIO a misé sur cette technologie un petit peu comme Tesla avait misé sur le développement de son réseau de superchargeurs. Et là, donc, NIO mise sur cette technologie pour essayer d'avoir un avantage concurrentiel qui est original et qui est assez séduisant finalement, puisque cela rend le voyage en voiture électrique pratiquement entre guillemets indolore et tout à fait comparable à un voyage en voiture à essence, ce qui est quand même pour beaucoup un frein. On sait que dans les arguments des gens qui hésitent à passer à l'électrique aujourd'hui,
il revient toujours cette question d'autonomie, de durée des batteries et puis de temps de recharge. Là, on règle les 3 problèmes d'un coup et puis après ça peut avoir des effets vertueux induits, c'est-à-dire qu'on peut par exemple décider, de rouler si c'était possible avec une petite batterie, la plupart du temps, donc avec une voiture qui est plus légère et puis échanger sa batterie juste quand on a besoin de rouler pour un départ en vacances ou un long voyage pour une batterie un peu plus grande. Alors tout ça, ça a un coût quand même, hein, puisque NIO facture un abonnement qui permet d'accéder à ces stations d'échange de batterie. Donc c'est 169 € par mois pour une batterie de 75 kWh et 289 € par mois pour une batterie de 100 kWh. Donc c'est pas donné, mais en contrepartie de ça, le prix à modèle équivalent des voitures NIO est un petit peu moins élevé que pour des modèles équivalents. Donc voilà, c'est un modèle qui est intéressant. Alors c'est un choix que pour l'instant seul NIO a fait. Tesla avait testé ça au début, il y a une dizaine d'années, et a finalement renoncé. Ça reste une technologie quand même très très sophistiquée. Je ne sais pas si c'est compliqué, mais en tout cas c'est sophistiqué. Je sais que Maxime, notre essayeur maison, avait eu l'occasion de tester une station d'échange NIO en Norvège, je crois, puisque NIO arrive en Europe par la Norvège. Mais c'est à suivre parce que c'est vraiment un sujet très intéressant. On ne sait pas trop où ça va aller. Est-ce que ça va vraiment se développer? Est-ce que chaque constructeur va développer ces stations d'échange de batteries ou pas? Est-ce que les constructeurs vont pouvoir s'entendre entre eux pour mettre en place un standard? On sait que c'est déjà très compliqué de mettre des standards industriels en place. Donc là, on est au début de quelque chose, mais c'est à suivre. Ou est-ce que cette technologie finalement va s'éteindre d'elle-même du fait que avec la technologie des batteries de plus en plus performantes, on va arriver d'ici quelques années à faire des recharges en moins de 10 minutes de 300 ou 400 km. Donc tout ça pose beaucoup de questions. En attendant, eh bien les Chinois ont pu se déplacer là ces derniers jours, début janvier, avec beaucoup de facilité à bord de leur voiture électrique grâce à cette technologie. Voilà, Florent, ça t'inspire quelque chose? Bah, je crois que tu en as dit pas mal. Pour moi, finalement, comme tu dis à la fin, je pense que c'est mort-né, voilà, et tous les constructeurs en ce moment sont sur, par exemple, la batterie solide. Il va quand même, grandement améliorer, soit l'autonomie, soit au moins le temps de recharge, enfin, parce que voilà, on va pouvoir mieux stocker d'énergie. Donc, soit on fait des plus petites batteries en gardant la même autonomie, soit on fait des autonomies plus grandes. Donc, on pourrait avoir des véhicules familiaux avec assez d'autonomie, 6, 700, 800 kilomètres. Donc là, je trouve qu'on en vient vraiment à des solutions qui commencent à être pointues et qui concernent. Enfin voilà, moi je pense que T'y crois pas du coup? quand la solution concerne pas beaucoup de monde, elle va capoter. Je crois que Renault, à ses tout débuts de son offensive électrique, avait commencé à regarder ça, l'affaire a capoté et Renault, depuis, on n'en a jamais reparlé. Preuve Mmh. que je pense qu'avec le recul, déjà, bah, les recharges se font, mais 9 fois sur 10 à la maison, quoi. Donc c'est vraiment pour du déplacement de vacances, grand trajet pour, à la rigueur, les commerciaux, les VRP. Je trouve que ça devient vraiment trop précis comme utilisation, comme besoin, voilà. Alors, effectivement, le chiffre que tu donnes est vrai puisque 9 recharges sur 10 se font soit à la maison, soit sur le lieu de travail, pour les gens qui sont équipés de voitures électriques, et qui habitent en maison. Il faut quand même rappeler que 50% de la population habite en habitat collectif et avec souvent aucune possibilité de recharge à domicile, ni au bureau. Et cependant, des gens qui sont aussi effectivement, qui ont peut-être besoin de voyager, qui sont aussi des commerciaux qui ont besoin de partir le matin avec une voiture, sur laquelle ils peuvent compter. Alors, effectivement, c'est peut-être des cas de figure, j'allais pas dire marginaux, mais qui ne nécessitent pas un tel déploiement. Cela étant, on peut peut-être imaginer les 2 en fait, c'est-à-dire des stations de recharge rapide et quelques points de swap de batterie, mais ça suppose aussi que les constructeurs, revoient leur copie et l'architecture de leur voiture pour faire des batteries qui soient échangeables et standardisées. David, tu y crois ou tu y crois pas? Ah, c'est compliqué de répondre. Moi, ce que je peux te dire par rapport à cette question, c'est que au niveau des commentaires, au niveau de la communauté, elle y croit pas vraiment. Alors c'est aussi parce que c'est un peu inconnu, hein, même si Florent l'a rappelé, Renault a essayé ça dans le passé et qu'effectivement après ça a pas semblé fonctionner ou en tout cas être probant. Mais ouais, en tout cas, ça soulève beaucoup de questions et la communauté s'en pose beaucoup et elle, a priori, a tendance à dire que c'est pas forcément l'avenir.
Très bien, à suivre. Prochain sujet suivant. Alors là, on rentre dans le dur puisqu'on est dans un essai et j'ai souhaité en parler parce que même si on va avoir le détail de cet essai dans quelques jours sur Automobile Propre, c'est quand même tellement alléchant qu'on pouvait pas passer à côté. L'un de nos journalistes, Andy, a pris en main la nouvelle et fameuse Hyundai Ioniq 6 et il nous livre déjà ses premières impressions à son volant avant de publier l'essai complet et détaillé. David, je crois que tu t'es penché sur la question. Il y a Oui, pas mal. effectivement. Alors la Ioniq 6, c'est un des véhicules les plus attendus de 2023. On en parle depuis un certain temps. Et pourquoi est-ce elle est autant attendue? Ben, parce que déjà, c'est une berline. Au milieu de tous ces SUV, ça fait du bien. Et aussi parce qu'elle promet sur le papier une très belle efficience. On a tous en tête la Ioniq, la Hyundai Ioniq première du nom, qui fait toujours figure de référence dans la catégorie des berlines électriques et même des électriques tout court, quand on parle de consommation. Mmh. Et donc là, la grande question avec cette Ioniq 6, c'est de savoir si elle sera finalement la digne héritière, sachant que c'était pas vraiment le cas avec la Ioniq 5. Alors peut-être que je peux rappeler quelques caractéristiques techniques Ouais, bien sûr. avant de donner les impressions d'Andy. Donc on est sur la même plateforme que la Ioniq 5, une plateforme qui est dédiée à l'électrique, donc l'IGMP. On a droit à une batterie de 77 kWh. Alors à un moment donné, on avait évoqué la possibilité d'une petite batterie, 53 kWh, mais a priori, en tout cas dans un premier temps, elle sera pas disponible. On a droit à 2 ou 4 roues motrices. Donc en 2 roues motrices, on est sur une propulsion et avec des puissances qui s'échelonnent de 229 chevaux à 325 chevaux. Et donc là, Andy, lui, il a essayé en configuration 2 roues motrices, donc propulsion, avec des jantes de 18 pouces. Et dans cette configuration, c'est là où l'autonomie, selon le cycle WLTP, est la plus importante et annoncée à 614 km. Donc 614 km, c'est un excellent chiffre. Il n'y a pas beaucoup de voitures électriques qui appartiennent au clan des 600 km, des plus de 600 km. Il y a la Tesla Model 3 grande autonomie, il y a la Mercedes EQS. Et donc du coup, bah voilà, c'est aussi pour cette raison-là qu'elle fait autant parler d'elle. Après, du côté de la recharge, on a évidemment une architecture de 800 volts avec en termes de puissance en pic de 239 kW. On a le V2L, véhicule to load, donc la possibilité de pouvoir brancher des appareils électriques sur la voiture pour pouvoir les charger ou les alimenter. Et puis pour sa sortie, on va avoir droit à 3 finitions disponibles avec des prix qui débutent à 52 200 euros. Donc ça veut dire qu'elle n'aura pas droit au bonus écologique. Et les prix, ils peuvent monter jusqu'à 65 200 euros. Donc en fait, sur le papier, hormis des tarifs qu'on trouve assez élevés, mais ça c'est de manière générale, sauf pour les voitures chinoises, cette Ioniq 6, elle semble vraiment intéressante. Et donc, il restait plus qu'à la mettre à l'épreuve de la route, et c'est ce qu'a fait donc Andy, qui allait l'essayer. Alors évidemment, on va pas tout dévoiler là maintenant, parce que comme tu l'as dit, à la fin de semaine, on aura l'essai en vidéo qui va sortir. Mais donc, on peut donner quand même quelques premières impressions. Donc, au niveau de la position de conduite, pour commencer, on a plutôt une position a priori assez surélevée, donc malgré le fait que ça soit une berline. Si on reste à l'avant, au niveau de la planche de bord, elle a été un peu légèrement retravaillée par rapport à celle de la Ioniq 5. Et au niveau de l'ergonomie, Andy a trouvé que c'était pas forcément optimal, surtout que le menu du système d'infodivertissement était a priori assez fouillis. Après, si on passe à l'arrière, les places, donc malgré un espace aux jambes qui est assez remarquable, l'assise, elle, est a priori peu accueillante, en tout cas pas très confortable du fait d'une inclinaison assez élevée, et puis aussi de la garde au toit qui est limitée. Alors
les grands gabarits, ils s'y retrouveront peut-être pas, mais on pouvait s'en douter, hein, puisqu'au niveau du design, il est vraiment plongeant à l'arrière. Si on reste à l'arrière, au niveau du coffre, hein, ben, a priori, en termes de volume, c'est assez décevant, malgré la taille de la voiture, parce que, pour rappel, elle fait 17 centimètres de plus en longueur qu'une Tesla Model 3, alors même que le coffre, lui, il est plus petit que dans une Tesla Model 3. Ouais, parce que c'est une ligne très fuyante à l'arrière, pour des raisons, d'aérodynamique et de SCX et du coup, Mmh. ça a pas permis de loger un très grand coffre parce qu'on a un arrière qui plonge beaucoup, à l'instar de certaines anciennes voitures, même comme une Citroën DS ou comme certaines Mercedes. Donc effectivement, compliqué de faire un grand coffre dans ces conditions. Tout est Ouais, question de compromis dans ces voitures. exactement, exactement. Et après, ben, si on passe sur la route, on a un confort qui est assez ferme, mais bon, ça, c'est le cas de beaucoup de voitures électriques. L'insonorisation, elle semble pas être au niveau des modèles dits, premium. Donc là, je pense, à, par exemple, une Mercedes, QE ou QS. Par contre, en revanche, les bruits de roulement, pardon, sont, très bien, contenus. D'accord. Après, au niveau de la direction, elle apparaît douce, donc c'est évidemment confortable à petite allure. Par contre, elle va un peu manquer de précision quand on va chercher les limites de la voiture en augmentant le rythme. Alors bien sûr, c'est pas une voiture sportive, donc c'est pas forcément un souci. Ouais. Cela dit, quand on regarde un petit peu ses performances au 0 à 100, elle annonce quand même 7,4 secondes. Donc toujours pour la version que Andy essaye, hein, 2 roues motrices. Euh, et en fait, 7,4 secondes, ben franchement, c'est une très très bonne valeur et c'est amplement suffisant pour garantir une bonne sécurité dans toutes les situations du quotidien. Ouais, bah, c'est sûr que c'est une valeur qui, aurait mis cette voiture dans le haut du panier, si ça avait été une thermique. Mais on est tellement habitué à des puissances assez surnaturelles sur les voitures électriques, même, C'est de vrai. monsieur tout le monde, qu'on est presque déçu. Cela dit, la version 325 chevaux doit bien améliorer aussi cette performance. Je crois qu'on parle plutôt de 5 secondes et quelques au 0 à 100. C'est ça. Et Exactement. puis je compte et je suis absolument, enfin, on est d'ailleurs tous convaincus que Hyundai n'en restera pas là et qu'une Ioniq 6 entre guillemets GT ou en tout cas R ou je ne sais quoi ultra sportive avec plus de 500 chevaux sous le capot, sous les deux capots ou plutôt sur les trains roulants ne devrait pas tarder à arriver probablement au courant 2024. Enfin, c'est purement de la prospective personnelle, mais je suis prêt à le parier sans prendre beaucoup de risques. Oui, sans doute, à l'instar de beaucoup de voitures, sortir une voiture un peu plus sportive, Bien ça sûr. fait partie, du jeu et du coup, mais là quand même cette voiture, elle est surtout attendue pour sa consommation Ouais. et donc Son peut-être juste efficience. un petit ouais, son efficience, peut-être un petit mot là-dessus donc Ouais. durant son essai, Andy, il a réalisé 156 kilomètres, sur un parcours mixte Mmh. avec une température de 8 degrés et pas mal de vent et il a consommé 17,8 kilowattheures au 100. Ah ouais, donc c'est vraiment Donc intéressant. voilà, c'est déjà bien mieux que la Ioniq 5. On Mmh. pouvait s'y attendre du fait de son, de son design, Ouais. de son CX. Et si on veut comparer un petit peu, ben, toujours avec la Tesla Model 3 par exemple, ben, en fait, parce que la Tesla Model 3 est reconnue aussi pour son efficience et surtout Mmh. sur autoroute, ben, en fait, c'est comparable. C'est comparable. Et finalement, pour ce qui est de la Ioniq 6, c'est même prometteur dans la mesure où elle est plus lourde que la Tesla Model 3. Oui, effectivement. Donc, Parce qu'on est donc voilà, c'est sur la Ioniq 6, on est plutôt sur 2 tonnes et la Model 3 sur 1 tonne 8 et et quelques. ouais, c'est ça. Mmh. La grande autonomie, elle va être 1 tonne 9, Mmh. mais effectivement, ouais. Alors évidemment, hein, ces chiffres-là, c'est à prendre avec des pincettes. Ça Mmh. reste un premier test, un test relativement rapide. Mmh. Donc, il faudra confirmer ces chiffres et là, ça sera notamment Soufiane qui s'en occupera lors de ces super Super tests. test, Et ouais. ça arrivera un peu plus tard dans l'année. Donc, en attendant, si vous voulez découvrir l'avis complet d'Andy, c'est rendez-vous vendredi soir sur Atomic Pro. Super. On va pas rater ça. Bah tiens, David, puisque tu y es, allez, je te laisse encore la parole sur le sujet qui vient, qui concerne les nouveaux prix de l'électricité en France. Donc, nos confrères de Révolution énergétique, Hugo, a publié un article qui reprend un petit peu tout ça en détail. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Ah oui, effectivement, moi, c'est un sujet qui me semblait être important d'aborder, puisque ben voilà, depuis le 1er février 2023, les tarifs réglementés de l'électricité pour les particuliers augmentent. Et c'est évidemment un sujet de préoccupation pour une grande partie de la population, et a fortiori pour ceux qui roulent en voiture électrique et qui rechargent à la maison. Alors, je mets ici de côté le cas des bornes de recharge publiques qui, elles, sont plutôt liées au prix de gros de l'électricité. Et donc ces derniers jours, les médias en fait ont beaucoup parlé de cette augmentation pour les ménages français, et on entend un peu partout qu'elle sera de 15%. Alors en réalité, il faut savoir que si on regarde dans le détail, c'est un peu plus compliqué, et en fait ces 15%, c'est une moyenne. Alors je m'explique, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont un abonnement heure creuse, heure pleine, d'autres qui ont le même tarif de base pour tous les jours et toutes les heures de la journée, et encore d'autres, alors plus rarement, qui ont un abonnement dit tempo, où là le prix du kilowattheure va varier en fonction des heures de la journée, mais aussi des jours du mois, avec des jours dits blancs, des jours bleus, des jours rouges. Et donc, en fait, l'augmentation du prix du kilowattheure va dépendre de l'abonnement que vous avez. Alors, sans rentrer dans le détail de tous les prix, on peut noter que, par exemple, pour le prix de base, l'augmentation est plutôt de l'ordre de 18,5% et donc pas 15%. Et ça monte même à 21% pour ce qui est du tarif heure pleine, quand vous avez un abonnement heure pleine, heure creuse. Donc concrètement, si on prend la recharge d'une voiture électrique, et qu'on reste sur l'exemple d'un abonnement de tarif de base, ça veut dire qu'un plein d'une Renault Mégane avec une batterie de 60 kWh, qui jusqu'à présent coûtait 10,50 €. Alors je dis environ parce que ça ne tient pas compte des pertes de charge qui sont dues au chargeur embarqué, on va pas rentrer dans le détail, mais donc ça coûtait 10,50 € environ, et là maintenant ça va coûter 12,50 €. D'accord. Donc si on fait un plein par semaine, à la fin de l'année, ça représente une augmentation d'un peu plus de 100 €. Alors on Ouais. laissera évidemment chacun juger de savoir si ça reste acceptable ou non, mais on peut quand même préciser que la France, en fait, c'est loin d'être le pays d'Europe où le prix de l'électricité est la plus chère. Et ça, grâce justement au bouclier tarifaire. Mmh. Voilà, donc ça me semblait important d'en parler. Et si le sujet intéresse aussi nos auditeurs, effectivement, qu'ils n'hésitent pas à aller sur Révolution énergétique, où tous les prix sont détaillés en fonction des abonnements. Alors l'URL, l'adresse exacte du site, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est révolution-énergétique.com. Voilà. Exactement. Très bien David, merci pour ce point effectivement important et même, indispensable. Nouveau sujet suivant pardon, sans transition comme on dit, chez les professionnels. Peugeot qui vient de présenter un petit peu sa future gamme électrique. J'ai juste un mot, une parenthèse. Alors Peugeot propose déjà des voitures électriques, mais on a l'impression un petit peu, tu me diras Florent si je me trompe ou pas, que les constructeurs et certains constructeurs comme Peugeot, certains constructeurs européens ont tendance à toujours présenter des choses qui vont arriver et puis finalement qui mettent beaucoup de temps à arriver. Alors justement, à quoi va ressembler cette future gamme électrique et quand est-ce qu'elle sera une réalité, Florent? Oui, bah, non, mais juste pour rebondir sur ce que tu as dit, oui, tu as exactement raison, parce que je le pense souvent, la voiture électrique, c'est un peu la voiture de la patience. Souvent, les C'est ça. constructeurs présentent des choses, ils annoncent, juste pour faire, voilà, parler de Renault, par exemple, ils ont dévoilé le concept de la R5 il y a déjà plus de 2 ans, quoi, et depuis 2 ans, bah, le concept n'a absolument pas bougé. Mmh. Du départ, ils ont annoncé 2024, donc il faut encore attendre un an, mais le public moins averti, qui s'y connaît moins en voiture, il dit: «Bah, attendez, ça fait, 2 ans que vous parlez de la R5 électrique, elle est où?» Voilà, là, c'était un peu une petite parenthèse pour illustrer ce que tu dis. Mais alors pour Peugeot, donc chez Peugeot, la stratégie, c'est en 2025, tous les modèles de la gamme auront au moins une version électrique, et après toute la gamme, tous les modèles commercialisés seront en 100 électriques en 2030. Donc la stratégie, c'est un peu en ce moment à 2 vitesses, parce que d'un côté, ils électrifient des modèles qu'on connaît déjà, et notamment avec des plateformes qui sont pas trop pensées Mmh. pour. Mmh. Et après, l'autre côté, c'est qu'ils vont se mettre à lancer par contre des véhicules totalement inédits avec des bases dédiées qui seront bien plus intéressants. Et c'est par exemple le cas de cette année, en fin d'année, ils vont présenter le 3008 électrique, qui lui va inaugurer une des nouvelles bases de Stellantis pour le 100% électrique, ce qui va lui permettre d'annoncer de bien meilleures
chiffres, enfin de bien meilleures fiches techniques parce que Peugeot, la semaine dernière, a promis 700 km d'autonomie. Nous, on a presque eu du mal à y croire parce Mmh. que cette année, en même temps, ils lancent par exemple une 308 électrique qui aura à peine 400 km, quoi. Donc on dit il y a un gap tellement énorme. Mais bon, voilà, sur cette nouvelle plateforme, en fait, ils vont pouvoir mettre des batteries qui vont aller jusqu'à un peu plus de 100 kW, donc 100 kWh, donc ça change vraiment tout, quoi. Alors la plateforme, c'est quoi? Elle s'appelle, ça va être, elles ont toujours des noms un peu compliqués, un peu abscons à base d'acronymes. Là, c'est STLA Medium, c'est ça? Oui, voilà, c'est STLA pour, en référence à Stellantis et en fait, ils en préparent 4 nouvelles. Donc une pour les petits modèles urbains, une médium, donc pour les véhicules compacts, une qu'ils appellent large pour les plus gros modèles et une qui sera appelée frame, qui sera plutôt adaptée en fait aux gros pick-up XXL américains, voilà. En fait, les 4 plateformes vont servir à tous les modèles électriques des 14 marques de Stellantis. Donc on est d'accord, encore, bon, je vais pas tomber dans le sarcasme, mais ça, d'ailleurs, ça concernerait pas que Peugeot. On est d'accord que les effets d'annonce n'engagent que ceux qui les croient, et ça mange pas de pain de dire que bientôt on aura une voiture qui aura 700 km d'autonomie, alors qu'on sait tous qu'en réalité elle aura 450 à 500 km. On est bien d'accord, non? Ah bah, c'est une norme, puis en plus déjà on se pose aussi la question de savoir si le 700 km c'est la norme, Ouais. enfin WLTP qu'on connaît ou si c'est même ça correspond genre à une voiture, optimisée avec, des petites un peu comme la Mégane qui Mmh. existe la Mégane électrique en version un peu optimisée, mais elle a des enjoliveurs, elle est moins jolie quoi. Mmh. Donc si ce 3008 à 700 km il est optimisé, mais il est moins joli, voilà, il va pas concerner beaucoup de clients à part un peu les clients business, mais c'est pas la voiture qu'achètera monsieur tout le monde, quoi. Bon, cela étant, l'erreur étant la même pour tous, on peut après se fonder sur les comparaisons, et effectivement, si aujourd'hui on a une Peugeot, i308, qui est annoncée pour 400 kilomètres environ d'autonomie, on peut se dire que cette nouvelle 3008 à 700 kilomètres aura forcément une autonomie, bien supérieure au modèle actuel. Ce qui est déjà assez rassurant et assez, encourageant. Ouais, là, elle sera plus adaptée. Bah, ils ont annoncé trois configurations techniques. Il y aura une version aussi 4 roues motrices. Donc là, je pense que logiquement, il y aura un moteur à l'avant, un moteur à Mmh. l'arrière. Et même en batterie, je pense qu'en fait, il y aura au moins 2 choix de taille de batterie, je pense. Donc voilà, il y aura sûrement des versions moins chères avec un peu moins d'autonomie. Donc, sortie, fin d'année pour cette, nouvelle 3008, avec ses fameux 700 kilomètres d'autonomie, donc full électrique. On en sait un peu plus sur cette voiture, ou c'est encore juste une image de synthèse faite rapidement sur ordinateur avec un logiciel 3D? Pour l'instant, on l'a pas encore vu. Il y a des premiers prototypes qui circulent, mais Peugeot, la semaine dernière, n'a pas du tout teasé le véhicule. Ils ont juste annoncé une présentation. D'ailleurs, il faut bien préciser une présentation au cours du second semestre. Donc, je pense qu'en fait, elle ne sera pas dans les concessions avant 2024. Mmh. Donc, ils n'ont pas encore teasé. En fait, ils ont dévoilé, vous pouvez le voir sur Automobile Propre, une image teaser de la future gamme. Mais Ouais. ça concerne des modèles qui arriveront encore après et qui vont inaugurer un nouveau look pour Peugeot. Alors en fait, c'est la deuxième évolution des véhicules électriques, c'est qu'il y a l'évolution technique avec les plateformes et après il y aura un changement esthétique. Mais là, le nouveau style de Peugeot, ce sera plutôt 2025-2026. Mmh, d'accord. Très bien, donc pour l'instant, on a juste à se mettre sous la dent, cette image qu'a publié Peugeot, que je vous invite à voir sur l'article sur Automobile Propre, qui dit pas grand-chose à part le fait que, comme je le disais, c'est une image, faite par ordinateur, et évidemment on n'est pas dupe, on sait très bien que les modèles finaux ne ressembleront pas beaucoup à ceux qui figurent sur cette image. Heu, Très bien, David, tu as un commentaire à faire sur cette présentation des nouvelles gammes Peugeot électriques? Bah, je vais juste revenir sur le chiffre qui a été donné, au début, donc les 700 kilomètres d'autonomie. Pour les marques, en fait, c'est assez facile. Elles peuvent aussi un peu jouer sur les mots parce que déjà, c'est jusqu'à 700 kilomètres. Mmh, Donc le jusqu'à, on peut y mettre beaucoup de choses, hein, derrière, c'est vrai. et notamment, en fait, le cycle WLTP parce que, souvent on communique donc, selon le cycle WLTP et on parle du cycle mixte Mmh. WLTP. Mais en fait, Mmh. il en existe d'autres et notamment le urbain. Ouais. Et donc du coup, en fait, on pourrait très bien imaginer que et ça n'a pas été précisé, mais jusqu'à 700 kilomètres en cycle WLTP urbain. Et donc du coup, bah voilà, ça change tout et effectivement, on sera plus au niveau cycle WLT mixte,
à 500 km, 550, et après dans la réalité, encore un peu moins, puisqu'on sait que c'est compliqué aussi d'atteindre ces chiffres, même si certains y arrivent avec certains véhicules. Mais voilà, c'est pas évident, et c'est surtout fait ce cycle WLT pour comparer les véhicules entre eux. Bien sûr, bien Ça, sûr. c'est important de le rappeler. C'est une Et d'ailleurs, base de c'est référence. Ouais. essentiel. C'est le seul moyen de les comparer, en fait, tout Bien sûr, simplement. bien sûr. Non, mais bien sûr, et de toute façon, l'idée n'est pas de contester cette norme qui, de toute façon, il faut une norme. Elles sont jamais parfaites, elles sont jamais très exactes, parce que évidemment, la consommation d'une voiture ou la consommation d'énergie dépend beaucoup de qui l'utilise, comment on conduit, quel est l'usage, etc., etc. On le voit bien d'ailleurs sur une voiture électrique quand on roule régulièrement avec et qu'on vérifie un petit peu la consommation et l'autonomie prévue, ça change énormément en fonction des conditions de circulation, de la façon dont on conduit. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez sur une départementale où ça va pas très vite et où vous sollicitez pas beaucoup l'accélérateur et vous faites une moyenne de 50 à 60 km/h, je parle de moyenne, ça veut dire que vous roulez entre 70 et 80, on va dire, dans le champ des vitesses limitées. Si vous regardez votre consommation instantanée, votre voiture vous dit à cette vitesse-là, si tu continues à rouler comme ça, comme tu roules depuis 20 km, tu vas pouvoir faire 800 km. Donc c'est vraiment c'est très variable. Effectivement, le WLTP, il faut bien une norme. Donc on dit qu'elle est un petit peu moins rigoureuse que la norme EPA américaine, et qui serait encore plus proche de la réalité. Mais effectivement, c'est un standard qui permet de comparer les véhicules entre eux. Alors justement, ça nous amène au dernier sujet, puisqu'on parle d'autonomie. Je pense qu'il est aussi question d'autonomie dans ce sujet. C'est les fameuses Autobahn, les autoroutes allemandes, qui, comme on le sait, sont partiellement en vitesse illimitée, partiellement, parce que c'est pas partout, et dans certaines conditions. Et donc il a été question, ça revient assez régulièrement sur le tapis, que cette habitude allemande disparaisse et que les autorités allemandes mettent en place aussi des limitations de vitesse sur les autoroutes allemandes. Et puis finalement, on se dit que peut-être les voitures électriques pourraient sauver la vitesse illimitée. Alors c'est quoi cette histoire, David? Alors déjà, peut-être préciser que ces tronçons illimités, ça représente en fait 60% du maillage autoroutier allemand. Donc c'est pas, c'est quand même, enfin voilà, c'est la grande majorité finalement, et que donc du coup, comme tu l'as dit, sur ces tronçons, on peut rouler à la vitesse que l'on souhaite. Alors, pourquoi ça c'est régulièrement remis en cause et mis sur la table? Donc d'un point de vue de sécurité, mais aussi et surtout étant donné le contexte climatique actuel, la question de mettre fin à ces tronçons, elle a été soulevée en fait par les ministres de l'environnement des différents États du pays. Parce que si on baisse la vitesse, on baisse la consommation et donc les émissions de CO2. Et c'est une piste qui a d'ailleurs été notamment mise en avant par l'Agence internationale de l'énergie, qui a précisé qu'une diminution de 10 km/h sur les autoroutes d'Europe permettrait d'économiser 430 000 barils de pétrole par jour. Donc ça représente 68,4 millions de litres. Donc on comprend pourquoi cette question est régulièrement mise sur le tapis. Sauf que en Allemagne comme en France, dès qu'en fait il s'agit de toucher aux vitesses sur les routes, la grogne monte. Et pour l'instant, la décision n'a pas encore été actée. Et si on en reparle là, c'est que aux dernières nouvelles, le ministre des Transports allemand a laissé entendre qu'avec l'augmentation du prix des carburants, les gens roulaient de toute façon moins vite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi cité le cas particulier des voitures électriques en disant qu'avec cette motorisation, les gens ne conduisaient pas aussi vite parce qu'ils voulaient économiser leur batterie. Ce qui est totalement vrai. Voilà, donc effectivement, c'est pas faux. Par contre, il aurait été, à mon sens, plus pertinent de préciser que les voitures électriques n'émettent pas de CO2 lorsqu'elles roulent, et que donc la vitesse ne joue pas en leur défaveur sur la question des émissions de CO2 et du climat. Oui, mais elles jouent en leur défaveur dans le fait que si elles vont plus vite, elles consomment plus d'énergie et donc elles vont nécessiter de tirer plus d'énergie du réseau de toute façon. Donc in fine, la vitesse est quand même corrélée à une consommation d'énergie d'une façon ou d'une autre. Alors effectivement, c'est une énergie entre guillemets «propre» avec beaucoup de guillemets, au moment
de l'utilisation, mais ça veut dire qu'on va aussi tirer plus sur le réseau et donc nécessiter plus d'énergie, user plus les batteries, user plus la voiture, etc., etc. Petite fin de parenthèse. Moi, ce que je comprenais aussi, surtout avec ce qu'il a dit, donc le ministre des Transports, c'est qu'il cherchait à justifier en fait qu'il n'était pas nécessaire de toucher à cette limitation de vitesse pour pas tout simplement frustrer l'électorat. Donc voilà, on va suivre l'affaire pour voir ce qui sera décidé. Mais moi, je trouve ça Florent, quand même... tu voulais intervenir? Non, mais je trouve qu'il y avait quelque chose de plus simple. Je crois pas que tu aies abordé le sujet, mais quelque chose de plus simple, c'est que la plupart des véhicules électriques vendus déjà sont bridés, donc sont à 160, Ouais, c'est ce que j'allais 180 dire, ouais. km/h. Donc déjà chez eux, bon, déjà chez nous, ça semble de toute façon inutile vu qu'on est bloqué à 130 de partout, quoi. Enfin, sur toutes les autoroutes. Chez eux, déjà, je pense des véhicules bridés à 160, 180, ça règle une bonne partie du problème, quoi. Donc il y a même pas besoin d'aller plus loin, quoi. Voilà. C'est vrai, mais d'ailleurs, c'est un peu le sujet, c'est un peu l'objet de l'article dont on parle, et du sujet dont on parle, David, et on finira avec ça, c'est en fait le fait que, les voitures, on aura peut-être plus besoin de limitation de vitesse parce que les voitures électriques, on roule moins vite effectivement par comportement et par souci d'autonomie, et on roule moins vite aussi parce que beaucoup de voitures électriques sont par nature, par construction limitées en vitesse. Donc effectivement, c'est vrai que c'est intéressant, c'est un angle intéressant parce que finalement la limitation de vitesse que beaucoup appellent de leur vœu va peut-être finir par arriver naturellement avec cette nouvelle forme de mobilité. En fait, moi, ce que je trouvais ironique un petit peu dans cette déclaration et en utilisant la voiture électrique pour un petit peu justifier le fait qu'il faille ne pas diminuer Ne les rien faire, vitesses, ouais. c'est que en fait, la voiture électrique, elle est là pour diminuer nos émissions de CO2. Et en disant bah non, ça sert à rien de limiter la vitesse, on autorise en attendant les voitures thermiques à continuer de rouler vite et donc de consommer. Voilà. Donc moi, c'était juste ce côté un petit peu ironique qui m'a fait un peu sourire. Et effectivement, donc il faudra quand même attendre au moins 2035, voire plus, pour ce qu'on vient de dire ait une vraie validité quand plus de 50% du parc européen sera électrique. Voilà, eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité et des sujets un petit peu saillants de ces derniers jours. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. Comme je l'avais déjà dit au début, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!